Face à l'expert avec IPF. Bonjour à vous tous, elles sont pratiquement ce que l'on appelle le nerf de la guerre dans le domaine de l'économie nationale. Elles représenteraient le poumon de l'activité sans lesquelles on ne parlerait pas vraiment de productivité. Elles, ce sont les PME, TPE, petites et moyennes entreprises et très petites entreprises. Ces unités représenteraient 95% du tissu productif national aussi pour pouvoir s'épanouir. Le besoin de conseils d'experts devient incontournable et c'est là qu'intervient IPF. Et nous avons le plaisir de recevoir son directeur général, Yassine Redouane. Yassine Redouane, bonjour. Bonjour Sidi. En quelques mots déjà, comment présenter cet organisme qui est devenu donc avec le temps incontournable dans ce secteur bien précis? Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir. IPF Advisors est effectivement, depuis quelques temps aujourd'hui, un acteur qui se veut rajouter sa pierre un peu à l'édifice et compléter un peu le tableau au niveau de l'écosystème économique au national, aussi bien en jouant un rôle auprès des TPE-PME qu'au niveau des particuliers. Alors, comment? En fait, pour les TPE-PME, donc apporter de l'accompagnement. Quand on parle TPE-PME, le principal souci souvent évoqué, c'est le financement. Donc proposer des solutions adaptées à leur profil. Et au niveau des particuliers, là aussi de l'accompagnement pour mieux investir et aussi mieux entreprendre. Alors l'un des slogans justement d'IPF, c'est démystifier l'accès au marché pour les petites et moyennes entreprises. Par nature, là on le sait, pratiquement difficile à convaincre. Et quelle est votre stratégie justement dans ce domaine-là pour y parvenir? Alors nous avons obtenu très récemment l'enregistrement CIF auprès de la MMC, donc CIF Conseil en investissement financier, pour les catégories 1 et 2. Alors catégorie 1 et 2, ce qui nous permet, donc aujourd'hui de manière réglementaire, aussi bien d'accompagner les entreprises pour la levée de fonds sur les marchés, que conseiller les particuliers. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, si on fait un rapide retour au niveau de la bourse de Casablanca, on va voir que le nombre de sociétés cotées n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. On tourne toujours de 70 sociétés cotées. Et ce sont souvent des grandes entreprises. Malgré les efforts, par tout l'écosystème, les efforts de la bourse de Casablanca, les efforts de la MMC et des banques, on a la création d'un troisième compartiment, le compartiment alternatif, mais on a du mal à convaincre les petites entreprises d'aller chercher vers le marché. Ce que propose IPF, c'est de notre diagnostic un peu de la situation. Je pense qu'il y a un peu plus de pédagogie à faire. C'est un marché porteur en plus. Alors c'est un marché porteur. Oui, avec des entre guillemets, parce que chercher du financement près du marché, ça veut dire quoi pour les PME TPE? C'est ouvrir son capital, quand on parle de bourse, et après on parlera de la dette, trouver de nouveaux actionnaires, lever des fonds. Intuitivement, les TPE, les PME vont vers les banques. C'est le chemin le plus simple, le plus facile, ils sont habitués à faire ça, ils connaissent. Le marché paraît quelque chose de très très lourd, la procédure et les process paraissent très très lourds. Donc c'est un premier frein. Donc IPF se propose d'expliquer déjà tout ce process-là et de les accompagner sur ce volet-là. Deuxièmement, les échos qui viennent, à tort souvent, que en fait en plus il n'y a pas beaucoup de volume la bourse et donc même en voulant vous introduire, vous risquez de ne pas beaucoup lever. C'est logique comme raisonnement. Alors il y a deux temps, et c'est là où je parle de pédagogie aussi, le volume d'échange, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Quand il y a une introduction, c'est cette première étape où bien sûr il y a un travail préliminaire à faire, il va falloir convaincre les investisseurs du bien fondé de financer telle ou telle entreprise. Après, qu'il y ait moins de volume, moins de liquidité, c'est une autre question. Mais je pense qu'il faut expliquer que si l'entreprise, et c'est là où le deuxième volet, si l'entreprise présente
le potentiel, le modèle économique, un business model qui est bien clair, après, à nous de vendre ce modèle au marché. Donc je pense qu'il y a de la pédagogie à faire et il y a de l'accompagnement sur la durée. Comme j'ai dit, le troisième compartiment ou le compartiment alternatif, ben justement, l'AMMC permet, et la Bourse de Casablanca, a réduit les difficultés et les contraintes. On n'est pas, ça commence à partir de 5 millions de dirhams à introduire. Donc on n'est pas dans des 20 ou des 100 millions de dirhams. Les limitations en termes de critères facilitent les choses. Mais c'est notre rôle de pédagogue à ce niveau-là. Et puis il y a les jeunes, effectivement, entrepreneurs qui veulent entreprendre. Déjà, dans un premier temps, vous faites quoi pour pouvoir les séduire, justement? Comment séduire cette catégorie sociale? Alors, on est très positif, on est optimiste, mais on ne veut pas vendre du rêve. Je pense qu'il y a des étapes à franchir. Un entrepreneur, tout à l'heure, vous avez, dans votre introduction, à très juste titre, vous avez dit que les TPE et les PME sont le poumon de l'économie nationale. D'ailleurs, même au niveau des définitions des TPE et PME, je pense qu'il y a la définition que tout le monde utilise, elle date de 2002. Elle a plus de 22 ans. Je pense qu'elle fait aujourd'hui, d'accord, TPE moins 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires, PME jusqu'à 75 millions. Mais je pense qu'il y a une troisième catégorie qu'il faudrait intégrer, les startups, qui peut très rapidement passer de TPE à grande entreprise. Quand on voit un peu les structures qui sont dans l'autre monde au niveau du Nasdaq aux États-Unis, ça peut être très très loin. Donc pour ces jeunes, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Il y a une première étape, et ce qui est de passer de cette idée à un modèle qui commence à marcher, qui fait ses preuves. Et ce premier modèle-là aussi, il ne faut pas se leurrer, vous n'allez pas vous n'allez pas le financer à travers la bourse ou de la dette obligataire. Non, c'est des fonds propres, c'est des capital investissement. Et des risques. Parce qu'il y a une prise de risque et parce que le modèle n'est pas encore prouvé. Donc les jeunes, vous pouvez investir en bourse, mais pour les entrepreneurs, se financer par la bourse, il faut patienter. Est-ce que votre méthode d'approche, justement, change à ce niveau-là, face à cette problématique? Alors, pour le financement, parce que là aussi, on est en train de parler de deux sujets. Se financer, l'approche pour nous, c'est aller graduellement. On essaie d'élargir le spectre des choix. Il y a la banque, oui, mais la banque, quel type de financement au niveau de la banque? Est-ce que c'est un besoin au niveau du BFR? Parce que c'est là où beaucoup d'entreprises ont des problèmes. C'est le quotidien, c'est payer les fournisseurs, c'est couvrir les créances clients, c'est les salaires. Donc là, on est dans le BFR. On ne va pas financer à travers la bourse le BFR. Est-ce que c'est au niveau du développement? C'est actif tangible ou pas? Donc, je pense que sur le financement, notre rôle est justement d'essayer d'expliquer et de faire correspondre à chaque besoin des solutions. Au niveau de l'investissement et plutôt l'intérêt vers les marchés, donc là on s'adresse à tous les investisseurs, IPF Advisors a pensé, en analysant encore une fois ce qui se fait depuis les 30-40 dernières années, qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par tout l'écosystème, encore une fois, la Bourse de Casablanca, les banques, la MMC, les sociétés de gestion, les sociétés de bourse, tout ce beau monde a fait un travail incroyable. Mais on a encore toujours du mal à attirer plus de monde, pour apporter plus d'intérêt au marché. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui encore, en personnes physiques actives sur la Bourse de Casablanca, on doit être entre 12 et 15 000 personnes, ce qui est un pays de plus de 20 millions de personnes qui ont entre 20 ans et 50, 60 ans, ça fait moins de 0,07%. Même ceux qui sont dans les OPCVM, on est à moins de 10 000 personnes. Donc, il y a un potentiel juste incroyable. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est une politique en quatre piliers. Tout d'abord, comme on l'a dit, c'est simplifier le discours et plus de pédagogie. Et on va enlever le costume cravate et parler avec le langage que cette population, ces jeunes peuvent comprendre, démystifier dans ce sens-là, dans le discours. Deuxièmement, on s'est dit, tiens, au lieu d'aller faire des séminaires ou des caravanes ou dans des bureaux, en fait, on va essayer de parler de finance, d'intelligence financière à travers des shows. Donc, on va faire justement, on a programmé pour toute l'année 2024 et 2025, c'est des shows. Donc, les jeunes et moins jeunes viendront apprendre plein de concepts, mais à travers le rire, de la musique, un échange, donc de manière un univers en tout cas qui leur convient. Qui leur convient, voilà. qui comprennent. Et ce n'est plus une lourde tâche, non, c'est un moment de divertissement qui sera ludique.
Troisième point important, c'est la population à laquelle on s'adresse. On s'est adressé trop, à mon avis, trop longtemps aux actifs, alors que je pense qu'il faut aller un peu plus tôt. Donc on va aller voir les étudiants dans les universités, dans les écoles, faire les mêmes choses mais chez eux. Donc on va vers ces gens-là. L'idée, on sait qu'on ne couvrira pas tout le monde, mais l'idée c'est surtout de faire une première impulsion et voir les retours. Ouais. Et enfin… Ouvrir une fenêtre en fait. Exactement. Et enfin, j'avais hésité d'en parler, mais je pense que c'est l'occasion d'en parler, on veut même aller un peu plus loin. J'ai été récemment dans un déplacement dans les pays du Golfe et j'ai échangé avec des éducateurs en Afrique du Sud qui, eux, commençaient à mettre dans la tête des enfants le mindset entrepreneurial. Ah, déjà, très jeune, dès le primaire. Ah, ouais. Et en discutant avec eux, on a lancé effectivement un travail commun où on va travailler, et j'espère pouvoir le faire sortir à la fin du premier trimestre 2025. Ce sont des jeux pour des enfants à partir de 3 ans où on essaiera, alors pas d'inculquer parce que le mot paraît un peu lourd, mais d'introduire les valeurs de l'entrepreneuriat, à savoir la patience, la persévérance. Et ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Et aux enfants de 3 ans. Avec des jeux, bien sûr, il n'y a pas de tablette, parce qu'à 3 ans, on ne doit pas s'approcher des téléphones, mais des jeux physiques, entre puzzles, jeux de construction et autres, et avec des niveaux d'avancement au fur et à mesure de l'âge de l'enfant. On travaille avec des pédopsychiatres, avec des éducateurs, pour justement, et ce qu'on veut faire en plus, c'est que ça soit adapté au modèle marocain. Et à travers les enfants, les parents aussi vont s'éduquer. Parce que notre génération et celle d'avant, la notion de risque, en fait, moi, mes parents, les deux sont fonctionnaires. Quand j'ai décidé de quitter le salariat pour aller me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était grave, très grave, ouais. Très risqué. Ouais. Tu as une famille, tu as des enfants, comment tu peux faire ça? Et donc, je pense que, et ça aussi c'est un frein, parce que quand j'échange avec des étudiants des universités, de par notre éducation, notre culture, quand ils sentent que leurs parents ne sont pas, leur disent non, prenez la sécurité, ils ne veulent pas aller à l'encontre de la parole de leurs parents. C'est comme s'ils ne respectaient pas, un manque de respect. Et généralement, effectivement, c'est ce qui se passe. Et c'est ça. Donc, il faut, je pense que ça aussi un travail, et je leur dis, écoutez, vos parents ne peuvent pas m'apprécier, mais là, c'est votre avenir. Et là, vos parents n'ont pas encore compris ça. Ils sont aussi conditionnés par le passé. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, il faudrait commencer à être beaucoup plus jeune, pour démystifier et pour les enfants et pour les parents. Et en direction des parents, vous ne faites rien? Justement, parce que c'est eux qui vont expliquer les jeux aux enfants. Donc c'est eux qui vont lire la notice du jeu de 3 ans. Donc en lisant aux enfants, ils vont se dire tiens, voilà. Il y a des choses qui vont revenir. Donc ce sont les 4 piliers sur lesquels on se base. Donc il y a un côté pédagogique, il y a de l'accompagnement. Et c'est un travail à moyen et long terme. Alors, parents, enfants, et au niveau financier, banque, vous faites quoi? Là aussi, j'imagine qu'il doit y avoir une pédagogie. Alors, au niveau des banques, encore une fois, sans prétention aucune, on a un système bancaire qui a très bien évolué depuis ces dernières décennies, qui s'est digitalisé, qui a essayé d'être au plus proche justement pour augmenter la bancarisation. Donc, il y a un travail qui a été fait. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Les banques seront partenaires. Il faut savoir qu'un CIF, conseiller en investissement financier, n'est pas un gestionnaire. C'est-à-dire que les personnes qu'on conseille pour optimiser leurs actifs, optimiser leur patrimoine, ils ne nous donnent pas leur argent. Leur argent reste au niveau des banques, reste au niveau des sociétés de gestion. Donc ce sont des partenaires avec qui on travaille en étroite collaboration. Et là aussi, bien sûr, ce travail pédagogique va se répercuter positivement chez eux. En fait, on va leur mâcher le travail. Et le conseiller en banque n'aura plus peut-être à expliquer plein de choses, on aura fait le travail en amont. Et les femmes dans cette programmation, est-ce qu'il existe peut-être une approche assez particulière? Vous savez, peut-être là aussi, peut-être parce que j'ai baigné dans un environnement où il n'y a jamais eu de distinction entre hommes et femmes. Au contraire, moi, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, moi je crains que bientôt, au niveau du moins dans ce qu'on fait nous, au niveau entrepreneurial, qu'on soit obligé de faire une discrimination positive pour garder des hommes dans le système. À ce point. Parce que on traite les sujets, les thématiques de par leur sérieux, le sérieux des entrepreneurs, la motivation, l'envie. Et il s'avère qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont cette envie, cette niaque, cette structuration pour aller de l'avant. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que bientôt on va devoir inverser. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau national, il y a une hétérogénéité selon les régions, dans le monde rural.
où il faut peut-être aider et soutenir plus l'entrepreneuriat féminin. Et ça, alors pas au niveau du CIF, mais car nous sommes en train de préparer effectivement une demande d'agrément pour nous lancer aussi en crowdfunding, donc le financement collaboratif. Dans la plateforme, effectivement, il y aura une tarification particulière pour justement soutenir les femmes entrepreneurs et les pousser, les encourager à aller de l'avant. Alors je voudrais vous poser la dernière question sur les arnaques et les fraudes qui sont là, qui existent dans le domaine financier. C'est un secteur quand même qui est assez obscur. Le piratage, évidemment, les fraudes au niveau des comptes bancaires, à partir des applications mobiles. Voilà, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Quelles sont les mesures pour pouvoir lutter contre ce phénomène? Alors, vous avez remarqué, j'ai une réflexion souvent binaire. Ouais. Donc, je parlais de fraude puis d'arnaque. Alors, tout ce qui est fraude, effectivement, comme vous avez dit, à la carte bancaire, sur les comptes bancaires, l'usurpation d'identité. Ici, il y a un travail monstrueux qui est fait au niveau des banques. Banque Maghreb, l'autorité de contrôle, la MNC, même Interpol a tout un département qui surveille justement ces éléments-là. Et on a une police digitale au Maroc qui fait un travail fabuleux. Maintenant, aux citoyens, d'être plus vigilants aussi, à savoir changer les mots de passe quand il faut les changer, ne pas, là aussi, laisser les applications ouvertes sur leur téléphone ou sur leurs ordinateurs, vérifier leur compte régulièrement, dès qu'il y a une irrégularité, de signaler cela à la banque. Donc je pense que sur cet écosystème-là, si chacun fait son rôle… C'est un phénomène récurrent, vous l'avez constaté? Il est présent. Maintenant, statistiquement parlant, ça reste mineur. Souvent, on ne parle jamais des trains qui sont à l'heure. Hein. Donc, et il faut dire que les arnaqueurs sont toujours en avance par rapport à la législation, à tout ce qui va avec. Donc, il faudra faire attention, forcément. Et si vous permettez, sur le deuxième volet, justement pour les arnaques, parce que là, c'était par rapport à la partie fraude, pour les arnaques, parce qu'il y en a de plus en plus, en revanche, et les arnaqueurs, que ce soit en proposant des performances incroyables, que ce soit la crypto-monnaie, le forex, des actifs un peu bizarres, ils ciblent bien leurs victimes. Ils vont chercher la victime qui ne se connaît pas, la victime qui sera sensible à un discours, une performance incroyable. Ici, il faudra faire attention et ce que fait IPF Advisors, et là, c'est quelque chose qui, je profite effectivement des interviews pour l'annoncer, à toute personne qui a été approchée avec une offre qui lui paraît extraordinaire. Nous avons mis en place un numéro de téléphone, un WhatsApp, un mail, pour qu'il nous envoie l'information. C'est un service qui est totalement gratuit. L'idée est d'analyser cette information, de checker si l'offre proposée est bonne, tant mieux, on vous le dit. S'il y a un risque, en ce moment-là, on prend sur notre compte d'informer et de faire informer les autorités et de faire attention pour que d'autres jeunes ne tombent pas dans ce risque-là. Voilà les bons conseils de Yassine Redouane, directeur général d'IPF Impact Project Funding. Merci. C'est Redouane d'avoir été là, de vous être déplacé, d'avoir répondu à nos invitations. Et merci également à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Face à l'expert avec IPF.